Que se passe-t-il en Europe? L'Europe traverse quelque chose de si difficile, de si grave, qu'elle n'a jamais connu auparavant. C'est la réalité de la politique de puissance, la réalité de ce que les États-Unis pratiquent en ce moment. Quelle est votre compréhension de l'Europe aujourd'hui? En sont-ils au point de vouloir changer leur politique ou veulent-ils s'entêter dans ce qu'ils ont fait jusqu'à présent? Et pour être honnête, échouer. Eh bien, c'est une bonne question en fait. Ils veulent probablement redoubler d'efforts, malgré le fait qu'ils se mettent soudainement à envoyer des messages du genre « Oh oui, il faut qu'on parle à Moscou » et ainsi de suite. Le problème, c'est que pour redoubler d'efforts sur quelque chose, il faut avoir de quoi le faire, vous voyez? Et eux, non. L'Europe n'a rien sur le plan militaire. C'est pathétique. Et elle dépend totalement des États-Unis. Ce n'est pas que les États-Unis soient bien meilleurs. On a aussi vu l'aspect militaire de cette situation se dérouler en Ukraine. Maintenant, bien sûr, les États-Unis sont contraints de faire ce qu'ils font, même si beaucoup de gens l'attribueront uniquement à Trump. Ce n'est pas seulement Trump. C'est fondamentalement un consensus général en matière de politique étrangère. Car les États-Unis, pour éviter la faillite et l'insolvabilité, doivent accomplir quelque chose de grandiose. Comme vous savez, acquérir le Groenland ou quelque chose du genre. Vladimir Poutine, hier, l'a évidemment tourné en dérision avec brio. Beaucoup de gens ne comprendront probablement même pas comment il s'en moquait. Mais moi, ça m'a fait rire. Le fait est que l'Europe est finie en tant qu'entité géopolitique. J'en parle depuis une deuxième décennie maintenant. Elle est un objet, non un sujet, des relations internationales. Et maintenant, il est temps pour eux de commencer, tu vois, à se jeter à la gorge, les uns contre les autres, tu vois? C'est la France, l'Allemagne, et ainsi de suite. Qu'ils le fassent. Et si au bout du compte, cela en vient à s'entretuer, eh bien, qu'ils le fassent, parce que c'est ce qu'ils ont fait avec succès pendant de nombreux siècles. D'accord? Donc dans ce cas, nous regardons essentiellement, eh bien, pour reprendre la formule de Churchill, ce n'est pas le début de la fin, mais la fin du début, en somme. Voilà le nouveau monde. L'Europe est sans importance dans ce cas, parce que la seule chose qui compte, c'est la véritable économie et le véritable esprit militaro-industriel, tu vois. Autant cela nous attriste de le dire, et les diplomates russes en parlent sans arrêt. Oui, le droit international et tout cela, mais nous vivons dans un monde de rapports de force. Certains disent que la force fait le droit. Eh bien, encore faut-il avoir une véritable force. Les États-Unis exercent clairement leur domination sur ces Européens, lâches et corrompus, totalement corrompus. Et c'est la fin de l'Occident tel que nous le connaissons. J'en parle depuis de nombreuses années. Et voilà, c'est sous nos yeux. Malgré le narcissisme de Trump, comme je l'ai déjà dit, les États-Unis, Trump, à bien des égards, représentent une grande partie du peuple américain. Et c'est ainsi que les États-Unis perçoivent l'Europe. Penses-tu, André, que ce que fait Donald Trump, en considérant la situation dans son ensemble, a du sens? Que se passe-t-il dans sa tête? Quelle est la stratégie? Y a-t-il même quelque chose qu'on puisse appeler une stratégie? Est-ce, tu sais, la stratégie du chaos? Parce que quoi qu'il se passe, sur tous ces fronts, du Venezuela et de l'Amérique du Sud à l'Ukraine, puis à l'Asie occidentale, on observe une certaine forme de chaos. Mais peut-être que l'administration Trump poursuit certains objectifs. Après tout, si l'on prend tout cela dans son ensemble, penses-tu qu'ils vont parvenir à réaliser ce qu'ils ont en tête? Ils ont accompli quelque chose au Venezuela, dans le sens où le pays est désormais totalement soumis. Et tout ce discours insensé du genre « Oh oui,
quelqu'un viendra changer quelque chose au Venezuela. Eh bien, les Russes, en réalité, ont bouclé leurs affaires là-bas depuis 5 ans déjà, pour ceux qui ne le savent pas. La présence russe est minime, et ils essaient d'aider, vous savez. Mais vous avez vu vous-même que, eh bien, oui, le nouveau pouvoir communique plutôt bien avec l'administration Trump. Donc le Venezuela est perdu. On ne peut rien y faire, car ils se sont simplement rendus. Et le fait qu'ils organisent encore quelques manifestations là-bas, oui, ils peuvent manifester autant qu'ils veulent. Je veux dire, rien ne changera. Mais c'est l'autre aspect. Le Venezuela n'est pas si crucial, même si, de toute évidence, cela touche la Chine d'une certaine manière. Mais en réalité, le grand sujet, ce n'est évidemment pas le Venezuela, c'est le Groenland. Et le Groenland n'est pas en un sens uniquement une question militaire, même s'il y a un aspect militaire sérieux dans tout cela. Surtout si l'on considère que les États-Unis sont présents militairement au Groenland depuis de nombreuses décennies, y compris pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est rien de nouveau. Ils ont besoin de posséder le Groenland aujourd'hui pour une raison simple. Cela augmente en gros, pas double, mais d'environ 80%, la part actuelle des États-Unis sur le plateau arctique, ce qui revient presque à la doubler. C'est une immense richesse. Mais évidemment, comme vous l'avez justement dit, il y a des gens naïfs, qui vont par-ci par-là en parlant de choses comme « Oh oui, le chaos organisé ». Les États-Unis, il n'y en a pas de Hockness organisé. Eh bien, la vérité, c'est qu'ils en ont bien une. Le problème, c'est qu'il n'est jamais capable de contrôler cette vache. Pour une raison quelconque, ils vendent ce discours absurde sur une sorte d'omnipotence des États-Unis. Ce n'est pas le cas. Leur armée est un tigre de papier. Et elle reste évidemment bien plus forte que celle de l'Europe, et elle peut, vous savez, si cela se joue au Groenland, les États-Unis peuvent facilement faire le coup de force militaire. Oui, il y a une population de 57 000 habitants autochtones, et environ une compagnie de... Eh bien, ils disent qu'ils enverront 1000 personnes. D'accord, peu importe. Je pense que les marines américains s'amuseront bien avec ça. Mais le point essentiel, c'est que les États-Unis ont besoin de quelque chose qui puisse les préserver comme, en un sens, une entité militaire, économique, politique, dans ce que, oui, certains appellent la doctrine Monroe 2.0. Peut-être, mais oui, l'hémisphère occidental, ils considèrent que c'est leur domaine, leur propriété de cet hémisphère. Et oui, dans l'hémisphère occidental, les États-Unis sont la puissance économique et militaire la plus forte, et rien ne peut changer cela. Il faut aussi le dire, et je sais que beaucoup trouveront cela désagréable à entendre, mais l'Amérique latine ne se libérera pas de l'influence des États-Unis. Le Venezuela en est un exemple, le cas numéro 1. On peut faire à peu près la même chose partout en Amérique latine. On peut racheter les élites. En réalité, la plupart des politiciens latino-américains, et surtout les militaires, ont un prix. Ils ont simplement un prix. Voilà ce qu'ils valent. Achetez-moi, tout simplement. Et c'est comme ça. C'est juste la réalité des choses. Mais évidemment, pour le reste du monde, c'est une toute autre histoire. Les États-Unis n'y contrôlent en réalité rien du tout. Et vous savez, vous êtes à Téhéran, en Iran maintenant. Le ciel au-dessus de Téhéran bourdonne d'avions de transport en ce moment. La Chine a finalement décidé de dire « D'accord, nous sommes là, arrêtons de condamner, faisons des choses ». Et la majorité des avions de transport ne viennent même pas de Russie, bien qu'il y ait des Il-76 russes et des Antonov 124 qui atterrissent. Mais c'est l'aviation de transport chinoise qui livre ce qu'elle livre. Ce ne sont pas des complexes de défense aérienne, car les Iraniens n'ont tout simplement pas le temps d'apprendre à utiliser les systèmes de défense aérienne chinois, qui ne se sont d'ailleurs pas très bien comportés lors de l'affrontement avec le Pakistan. Mais autre chose est en cours de livraison. Quoi que ce soit, je ne le sais pas. Mais enfin,
La Chine commence à agir comme tout le monde s'y attendait, de la part de la Chine, en participant activement à la formation du nouvel ordre mondial, surtout sur le plan militaire. Voilà donc ce que nous savons jusqu'à présent. En dehors de cela, les États-Unis ne sont plus un concurrent en Europe. Ils ne peuvent pas mener une guerre en Europe. La mythologie essentiellement militaire des États-Unis a été complètement démolie par la Russie. Et il ne reste plus que ce que Clausewitz affirmait. L'objectif principal de toute guerre est de contraindre l'ennemi à faire notre volonté. La volonté russe, comme nous l'avons déjà dit à de nombreuses reprises, est de parler avec les États-Unis et de conclure des arrangements. L'Europe est sans importance. C'est un ennemi existentiel de la Russie, et les Russes le disent assez ouvertement. Même Kirill Dmitriev, l'envoyé spécial de Vladimir Poutine dans les négociations avec M. Vitkov, a publié hier un excellent article avec des faits sur Davos. C'est un cirque, tout simplement. André, tu as mentionné le cas de l'Iran. Et comme tu l'as dit, je suis actuellement à Téhéran. Mais que se passe-t-il à propos des attaques à chaque fois? Hier, le Wall Street Journal a rapporté qu'ils envoient beaucoup de chasseurs dans la région, ainsi que des porte-avions. L'un d'eux, à mon avis, semble déjà être arrivé dans la région. Ils se préparent, et on peut voir que les Iraniens se préparent aussi. Chaque fois que tu parles avec des responsables, ils disent qu'ils se préparent à riposter, à défendre l'Iran. Mais en ce qui concerne l'opération militaire, je ne comprends pas, André. Je ne vois pas l'Iran dans une position de faiblesse en ce moment, comme il l'était pendant les premières heures de l'attaque israélienne contre l'Iran. Ils ont été surpris par cette attaque, mais ils ne le seront plus. Cela n'arrivera plus. Ils ont essayé de manipuler la société iranienne de l'intérieur avec ces émeutes, mais ils n'ont pas réussi. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire d'autre. Vont-ils larguer une bombe nucléaire sur l'Iran? Non. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui voudraient faire ça à l'Iran, surtout le lobby de l'AIPAC, c'est cinglé, et un tas de soi-disant sionistes chrétiens, la principale force motrice derrière le fait que les États-Unis ne soient rien de plus qu'une extension d'Israël. Ils aimeraient le faire parce qu'ils sont stupides, très peu instruits et qu'ils sont endoctrinés. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'ils doivent faire quelque chose. Nous savons que c'est la Russie qui a récemment servi de médiateur entre l'Iran et Israël. Donc il n'y aura pas d'attaque mutuelle ni de choses de ce genre, du moins pendant un certain temps. Et cela a été très positif pour l'Iran, car cela lui permet, et les Iraniens sont maintenant pleinement conscients, comme tu l'as justement dit, de ce qui pourrait arriver. Évidemment, un seul groupe de porte-avions, c'est une plaisanterie, tu vois. Ils peuvent certainement attaquer et essayer de causer quelques dégâts, mais ce n'est rien. Pour réellement combattre l'Iran, les États-Unis devraient se mobiliser, d'accord? Les États-Unis n'en ont pas les moyens. Ce qu'ils peuvent faire, c'est appliquer la stratégie militaire américaine traditionnelle, pour ainsi dire, balancer tout ce qu'ils ont sur quelqu'un et attendre le résultat, si résultat il y a. Et évidemment, il faut comprendre qu'Israël continue toujours non seulement de manipuler, mais de contrôler la politique étrangère américaine. Donc, il y a une préparation. Mais comme cela a déjà été dit, la seule chose qu'ils peuvent vraiment faire, c'est utiliser des armes à distance. C'est ça. Très peu de personnes dans l'armée américaine, probablement dans l'armée de l'air ou l'aviation embarquée, veulent réellement pénétrer dans l'espace aérien iranien pour y larguer une bombe ou une arme à courte portée, car ils seraient immédiatement détectés. Ils vont donc essayer de faire ce qu'ils pensent savoir faire, mais ce n'est pas le cas. Cela s'appelle la SAAD, suppression des défenses aériennes ennemies. Mais l'Iran n'est pas l'Irak. Et il y a en ce moment beaucoup d'agitation diplomatique en coulisses, pour ainsi dire, derrière le rideau.
Les Russes et les Chinois essaient désormais de retarder l'échéance autant que possible, afin de donner à l'Iran le temps de se préparer. Mais les Iraniens, oui, ils ont prouvé qu'ils disposaient d'une défense aérienne tout à fait correcte. La seule façon dont ils ont pu s'y prendre au début, comme la dernière fois, c'était essentiellement par le sabotage. C'est ce dans quoi ils excellent. Ce n'était pas vraiment une suppression des défenses aériennes, qui n'a commencé à fonctionner que plus tard. Au départ, cela tournait à environ 70%. Puis ils ont simplement amélioré leur efficacité au fur et à mesure que les événements se déroulaient à ce moment-là. Et bien sûr, tout le monde comprend que cette fois, l'Iran va essentiellement écraser, ou disons réduire en miettes, Israël, s'ils continuent à faire ce qu'ils font. Donc Israël, et surtout les bases militaires américaines, oui, d'après ce que j'ai entendu récemment, ils rapatriaient du personnel vers les bases américaines de la région. Ce qui est bon signe, car évidemment les États-Unis ne veulent pas prendre ce risque, compte tenu de leur défense aérienne américaine, qui n'est pas vraiment une défense aérienne. Autant dire qu'ils n'en ont pas. Ils sont donc sans défense à cet égard. Le fait qu'ils rapatrient du personnel indique probablement qu'ils ne veulent pas attaquer l'Iran et qu'ils se contentent de faire tous ces gestes, si l'on peut dire. Et l'Iran n'est pas le Venezuela, d'accord? L'Iran est un pays sérieux, une civilisation sérieuse. Il n'y a aucun moyen qu'ils puissent simplement envoyer, vous savez, une unité Delta, ce qu'ils ont déjà essayé, et nous savons comment cela s'est terminé. Donc le point essentiel, c'est qu'il faut attendre et voir. Mais oui, l'Iran se prépare, et la Russie ainsi que la Chine ont apporté une aide considérable. Oui, André, Donald Trump a dit quelque chose pendant son discours à Davos. Quand il parlait du Groenland, il a d'une certaine manière mentionné l'Islande. Il confondait les deux. Mais peut-être que l'Islande est en arrière-plan. Peut-être qu'il pense aussi à l'Islande, parce que l'Islande a beaucoup de... Tu sais, ce qui est tellement incroyable, André, pour moi, c'est que les États-Unis, au lieu de trouver un moyen de rivaliser, d'avoir de meilleures relations avec d'autres pays, de rivaliser avec la Chine, ils essayent, ou avec l'Est. Tout l'Est est en guerre avec les États-Unis, comme nous en avons parlé aujourd'hui. Et au lieu de cela, ils essayent de s'emparer de terres appartenant à des Européens qui étaient leurs partenaires. C'est incroyable. Eh bien, je veux dire, il faut comprendre le niveau intellectuel des élites américaines actuelles. Nous voyons le déclin précipité de leur vision stratégique déjà médiocre aux États-Unis. Une grande partie repose sur la mythologie de l'omnipotence, alors qu'en réalité, évidemment, les États-Unis ne sont bons qu'à faire la guerre. Oui, à voler, à kidnapper le dirigeant d'un pays impuissant comme le Venezuela, qui n'a même pas réagi. Vous savez, donc c'est bon, oui, bien sûr, voilà. Mais la réalité, c'est que tout cela relève avant tout de problèmes de relations publiques. Les États-Unis ne peuvent pas mener une guerre de manière réaliste, mais ils peuvent utiliser leur poids politico-militaire, évidemment, contre des endroits comme le Groenland. Je veux dire, allô, 57 000 habitants, d'accord? Principalement des Inuits autochtones. Et si c'est vrai, tu sais, apparemment Donald Trump est prêt à payer $1 million par personne pour que le Groenland tombe dans l'escarcelle des États-Unis. Je me demandais, enfin mon ami se demandait, comment puis-je obtenir les habitants du Groenland? Je plaisante, bien sûr. Non, je veux dire, mais oui, c'est ça. Tu vois, c'est pas comme l'impérialisme du XXe siècle ni celui du XIXe siècle, qu'il soit du début, de la fin ou du milieu, avec, tu sais, les canons et tous ces types de bateaux. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ils ont une vision très dépassée de l'histoire en général, parce que si tu regardes de près les gens qui rédigent ces stratégies, ce sont des personnes très peu instruites.
très peu cultivés. Ils vivent dans un monde où les États-Unis auraient, d'une certaine manière, sauvé l'univers. En réalité, les États-Unis sont en fait un nouveau venu, très peu expérimenté sur le plan militaire, et ils cherchent donc à s'emparer de territoires, pensant que cela leur apportera quelque chose. J'ai mentionné spécifiquement le Groenland, parce que cela a parfaitement du sens d'un point de vue cynique et fondé sur des faits concrets. Oui, ils veulent cette plateforme arctique, malgré le fait que les États-Unis ne sont pas capables de construire un seul brise-glace moderne. Et quoi qu'ils tentent de faire avec la Finlande, cela reste insuffisant pour opérer dans l'Arctique. Quelqu'un doit l'expliquer à Trump et à ces gens-là. Mais malgré tout, on peut voir au moins une certaine logique derrière cela. Le reste, comme l'Islande, je ne sais pas. Oui, je comprends. L'Islande n'a pas vraiment de force armée, peut-être juste la police. Donc oui, ce serait facile s'ils décidaient de faire ça. Je veux dire, à part ça, tu sais, l'Europe, qui est évidemment liée à l'Islande, puisque l'Islande est considérée comme un pays européen, et quand on regarde le domaine européen, c'est un impérialiste qui en remplace un autre. Sauf sur un point, les Russes ont chassé les Français du Sahel. C'est pour ça que Macron ne peut pas pardonner aux Russes d'avoir fait cela. Donc oui, c'est de la politique de puissance. Et il s'agit aussi d'arrangements entre trois puissances, trois superpuissances, les États-Unis, la Russie et la Chine, sur la manière dont elles vont en quelque sorte organiser le monde. Après cela, nous pourrons peut-être commencer à parler de quelque chose que l'on pourrait appeler un modus vivendi. Pas tellement du droit international, mais un modus vivendi. Et puis peut-être à un certain moment, selon la façon dont la crise aux États-Unis se résoudra, car les États-Unis sont essentiellement un pays en faillite, nous verrons où cela nous mènera. Mais nous sommes dans un nouveau monde où l'influence européenne est quasi inexistante. Et nous avons, encore une fois, trois superpuissances assises au sommet du monde. Les États-Unis sont une superpuissance en déclin. La Russie est en pleine ascension. La Chine s'est déjà imposée comme la puissance industrielle, l'atelier du monde, avec l'Asie du Sud-Est. Mais ne surestimons pas cela. Ce n'est pas comme si les Chinois faisaient tout. Il existe de nombreux grands pays, comme l'Indonésie, les Philippines et d'autres, qui participent à ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui la division internationale du travail. Mais ce n'est plus vraiment une division du travail. C'est autre chose. La Russie s'occupe de l'aspect militaire. Et maintenant, l'Inde est elle aussi en train de monter en puissance. C'est donc complexe. En un sens, cela semble simple. Mais en réalité, c'est une architecture complexe, surtout dans le reste du monde non occidental. Les dynamiques y sont très complexes. Et le monde occidental, vous savez, c'est l'autre aspect. Nous devons désormais considérer les États-Unis non plus vraiment comme un pays occidental. Les États-Unis sont une civilisation à part entière. C'est comme la Russie. Quelqu'un a dit un jour que la Russie est une civilisation déguisée en pays. Il en va de même pour les États-Unis. Les États-Unis ne sont plus un pays européen. C'est une civilisation totalement unique, avec tous ces immenses problèmes. Ne vous y trompez pas, mais c'est ainsi que les choses se passent, et c'est ce qui façonne leur civilisation. 3, en réalité probablement 4, pôles de puissance. Il faudra voir comment cela évolue. Mais je pense que les diplomates russes parleront évidemment du droit international, de la Charte des Nations Unies. Mais en réalité, tout reposera sur un modus vivendi et sur la manière dont il sera organisé. Oui. André, je pense que ce que Donald Trump essaie de faire avec ce nouveau concept, cette idée d'un rassemblement pour la paix, réunissant tous ces pays, c'est qu'il essaie de remplacer quelque chose. Il sait que l'ONU ne fonctionne pas, c'est pour ça qu'il essaie de faire ça.
Il essaie de créer une alternative à ce qui se passe déjà avec les BRICS, avec l'OCS et tout le reste. Il essaie de bâtir un nouveau type d'institution. Mais au final, en regardant ce qu'il fait, penses-tu qu'il va y parvenir? Non. No, no, it's a typical Trump thing. It's a Trump's casino. C'est typiquement du Trump. C'est comme un casino Trump, clinquant, avec toutes ces lumières au néon et tu sais, vendant du faux, en gros de l'or de pacotille, qui bien sûr n'est pas du vrai or. Non, tout ça c'est de la communication. Tout le monde en rit, sauf qu'il pourrait embarquer un petit pays là-dedans. En réalité, il veut en tirer de l'argent, il faut payer le milliard de dollars ou peu importe. C'est une idée absurde en somme. Donc non, c'est juste une distraction. C'est du Trump typique, narcissique, complètement déconnecté de la réalité. Mais quoi qu'il arrive en ce qui concerne l'organisation, quelles que soient les institutions mises en place, que ce soit les BRICS et surtout l'Organisation de coopération de Shanghai, qui est en réalité plus importante que les BRICS si l'on y réfléchit, c'est en quelque sorte l'extension sécuritaire des BRICS. Quoi que décide de faire l'Organisation de coopération de Shanghai, ce sera la voie à suivre. Et déjà, des institutions deviennent, vous savez, des institutions totalement émergentes des BRICS et de l'Organisation de coopération de Shanghai, y compris un système financier indépendant. Donc, quoi que fasse Trump, il ne peut rien y changer. Le seul outil dont disposaient les États-Unis et qu'ils pensent encore avoir à leur disposition est la menace qu'ils utilisent, par exemple, contre les Européens. Mais ils ne disposent pas de cet outil face à ce qu'on appelle à tort le Sud global. La Russie n'est pas le Sud global. Mais parlons des BRICS. Parlons-en. Les États-Unis comptaient autrefois sur cette menace de puissance militaire. On ne peut pas aller menacer militairement les Russes. Ils vous riraient au nez. Il en va de même pour la Chine. Ils font encore semblant de vouloir affronter les Chinois, mais en réalité, il s'agit d'un monstre militaro-économique. En somme, un partenariat entre Moscou et Pékin. Ainsi, les États-Unis n'y ont tout simplement plus aucune influence, concrètement. Et la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est souffler, rager et se taper la poitrine. Mais le système financier alternatif et les institutions politiques alternatives sont déjà en train d'émerger. Ils sont en réalité déjà en place. Ils sont simplement en train de se développer maintenant. Ainsi, la tentative de Trump de faire cela, cette tentative ridicule de ramener quelque chose sous le contrôle des États-Unis, est inutile. Les États-Unis ne contrôlent pas le monde. Point final. Ils n'en ont pas les ressources. Ils n'ont pas la puissance qu'ils ont toujours prétendu avoir, mais qu'ils n'ont jamais réellement eue. Et par conséquent, cette mythologie a été complètement dissipée. Vous avez vous-même constaté que les États-Unis disposent essentiellement d'une puissance militaire absolue, surtout en ce qui concerne leur structure organisationnelle et leur équipement. Et maintenant, ils doivent, vous savez, les États-Unis doivent affronter cette réalité. Ce n'est plus la première puissance militaire. Et même comme nous l'avons déjà mentionné, oui, peu importe ce qu'un seul groupe aéronaval peut faire contre, vous savez, l'Iran, pas grand-chose, en réalité. Ils auront peut-être 2 Arleigh Burke, peut-être un autre Ticonderoga, plus les avions. Qu'est-ce que ça fait? 96 plus 96 plus 120. Additionné, environ 310. Divisé par 2, 150 Tomahawk qu'ils peuvent lancer. L'Iran s'en remettra comme si de rien n'était. Alors, que peuvent-ils faire d'autre? Lancer, vous savez, ces frappes alpha depuis... Eh bien, ils n'en ont pas assez. Et encore une fois, contrairement au Venezuela, qui n'a même pas riposté, je veux dire, ils ont simplement vendu leur président. Aussi simple que cela. L'Iran peut lancer des missiles anti-navires capables d'atteindre le groupe aéronaval bien au large dans l'océan Indien. Voilà. Que vas-tu faire? Eh bien, c'est ce que nous voyons maintenant. Beaucoup de gesticulations, de mouvements de tous ces moyens. Ils pourraient, à un moment donné,
tenter une sorte de frappe. Mais encore une fois, nous savons ce qui va se passer. Israël sera réduit à une soumission totale, car peu importe le type de soi-disant défense aérienne qu'ils essayent de mettre en place pour Israël, cela ne fonctionne pas. Et le reste, c'est comme se cuirasser. Les armées sérieuses l'accueillent avec des sourires en coin et des rires ironiques. Que puis-je dire? Mais oui, Trump électrise son public, et son public adore ça. Trump works the audience, and his audience, we know what his audience is, and Nous savons quel est son public, et il doit le faire. Les élections de mi-mandat approchent. Et ce n'est pas que, je veux dire, bon sang, je ne voterai jamais pour un démocrate, quoi qu'il arrive. Je préfère rester chez moi. C'est un parti unique. Ce ne sont qu'une bande de fous néolibéraux, qu'ils viennent du Parti républicain ou des démocrates. Les démocrates sont plus sataniques, tu vois, à cause de cette idéologie woke et de toutes ces absurdités. Mais voilà la situation. Trump a aussi le fardeau des élections de mi-mandat et il doit livrer quelque chose. Que peut-il bien offrir? Le Groenland. Le Groenland. Le Groenland est le cadeau, parce qu'il faut comprendre, c'est énorme. Je veux dire dans le sens où, oui, il dira « Regardez-moi, regardez ça ». C'est, tu sais, mon héritage. Je t'ai donné le double, tu vois. En gros, tes atouts dans l'Arctique, qui est en effet le joyau de notre planète, avec toutes ces immenses richesses là-bas. Et ce n'est pas seulement le gaz et le pétrole. Il y a tant d'autres choses, notamment des minerais et des ressources de ce genre. Donc bien sûr, cela va marquer les esprits. Et il n'y a rien de mal à cela. Enfin, je veux dire, c'est mal de n'importe quel point de vue. C'est évidemment une violation du droit international. C'est du pur harcèlement et du pur impérialisme. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne pour le public national. Et c'est probablement comme ça que ça va se passer. Je peux bien sûr me tromper, mais on dirait que tout le monde pense la même chose. Il va obtenir le Groenland.